durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons le compost, ou plutôt les composts, nécessaires pour jardiner au naturel sans chimie. Nous sommes au Jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy, où le médiateur scientifique s'apprête, en ce vendredi 23 mars 2018, en début d'après-midi, à démarrer son cours ouvert au public intitulé « Je fertilise mon sol au naturel ». Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Jean-Noël Simard, bonjour. Bonjour. Jean-Noël Simard, vous vous apprêtez à accueillir aujourd'hui, ce vendredi 23 mars à 14h30, nous sommes un peu en avance, des participants à votre cours en salle sur le thème « Je fertilise mon sol au naturel ». Alors, vous animez tout au long de l'année toute une série de cours. Alors, on verra tout à l'heure votre collègue qui, lui, assure plutôt la partie cours en extérieur. Vous, votre spécialité pour le coup sur cette thématique-là, c'est les cours en salle avec diaporama, ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Et puis il y en aura d'autres tout au long de l'année. Je soigne, j'entretiens mes plantes d'appartement, quelques idées de jardinière originale, comment utiliser la vannerie végétale dans son jardin, etc. Mais aujourd'hui, le thème, c'est la fertilisation du sol au naturel. Première question, pourquoi fertiliser le sol, Jean-Noël Simard ? Alors, fertiliser son sol, c'est très important puisque dans le sol, là, on va planter des légumes qui sont souvent des plantes qu'on appelle dites gourmandes. C'est-à-dire que si vous voulez des belles tomates, des belles salades, des belles courgettes ou simplement des belles fleurs, puisque tout le monde ne fait pas de potager, il va falloir ce qu'on appelle nourrir son sol. Et ce n'est pas une image d'Épinal, c'est-à-dire que nourrir son sol, on va donner de la matière dans un sol. Et c'est pour ça qu'on va parler de compost, on va parler d'amendement et d'améliorant de sol pour changer le type de sol, effectivement. C'est pour ça. En même temps, dans la nature, il n'y a pas de jardinier qui vient fertiliser le sol et pourtant, les plantes, les arbres, tout ça, ça pousse. Oui, alors ça pousse tout simplement parce que bien souvent les feuilles tombent. Si on prend le cas d'une forêt, on se promène tous en automne dans la forêt, ça sent bon l'humus, la terre, tout ça. Et tout simplement parce que le jardinier, c'est la nature, qui fait tomber des éléments fertilisants naturels que sont les feuilles, que sont l'herbe sèche dans les prés. Et tout ça, ça va se composter naturellement et ça va faire le même travail que le jardinier. Et c'est pour ça que dans un jardin, on est obligé de fertiliser son sol, tout simplement puisque les légumes ou les fleurs vont puiser des éléments fertilisants. On va épuiser le sol en cultivant et si vous ne remettez rien dans votre jardin tous les ans, eh bien d'année en année, vos légumes sont plus petits ou plus fragiles aux maladies. Alors vous avez préparé là 4 bacs avec de l'humus ou du compost en tout cas qui lui contient cet humus. D'ailleurs tiens, Jean-Noël Simard, comment définir l'humus ? L'humus, c'est une résultante de la décomposition des éléments végétaux. C'est-à-dire que l'humus, ça va être des feuilles mortes, ça va être de la paille, ça va être aussi votre gazon qui va se transformer en humus et ça va faire une espèce de matière noire. On dit souvent que c'est bon quand c'est noir, mais ça aussi, c'est une autre image qu'on décortiquera. Et effectivement, toutes ces matières-là vont nourrir effectivement le sol. Alors donc, ces fameux 4 bacs, alors justement, il y a là un bac avec un compost très noir. Et puis, alors j'imagine que c'est des stades d'évolution entre plutôt des végétaux à l'état brut, des brindilles, des bouts de je ne sais trop quoi, peut-être aussi du bois, peut-être que c'est pas forcément très utile, je ne sais pas, vous nous le direz. Et puis on le voit comme ça évoluer. Alors on va commencer peut-être par le début, Jean-Noël Simard. Qu'est-ce qu'on a là dans ce bac ? Alors il y a 3 stades de décomposition d'un compost et c'est pour ça que j'ai amené 3 soucoupes avec 3 types qui viennent du même tas d'un composteur lambda que chacun pourrait avoir dans son jardin. Alors le premier stade, effectivement, on voit beaucoup de branches, de morceaux qui ne sont pas du tout compostés, c'est ce qu'on appelle un compost non mûr. Voilà. Donc c'est vraiment pratiquement les derniers déchets que vous mettez votre composteur. Il n'y a pas eu de décomposition de fait. Et ce premier stade de compost, il est très utile en paillage. Donc c'est pour ça que le compost va s'utiliser à différents moments de l'année et à différents types de plantes aussi. Ça veut dire, Jean-Noël Simard, que ça, par exemple, dans cet état-là, avec des brindilles vraiment très apparentes, c'est un peu un tas de brindilles, on peut le poser directement et charger en fait la nature de le décomposer au fur et à mesure. Alors pour donner un exemple très précis, ce compost non mûr, on va l'utiliser principalement par exemple sur les petits fruits, les framboisiers, les groseilliers, les cassis.
propice, tout simplement parce qu'il a un double effet. Il va pailler le sol pour éviter les mauvaises herbes ou les herbes de pousser, donc éviter de désherber, tout simplement. Vous dites mauvaises herbes, on dit pas plutôt les adventices aujourd'hui. Oui, alors j'ai dit mauvaise herbe, mais elle n'est mauvaise que parce qu'on n'a pas encore trouvé l'utilité, parce que dans la nature, il n'y a rien, il n'y a aucune plante de mauvaise. C'est bien ce qui me semblait. Évidemment. Et puis surtout ici, jardin botanique. Elle pousse là, on ne lui a pas demandé de pousser. Tout à fait. Donc pour éviter du travail au jardinier, on pose ce compost non mûr dans ces endroits-là. Et comme vous l'avez dit, la nature va faire son œuvre et en se décomposant, va nourrir, le deuxième effet, va nourrir vos petits fruits. Donc ça, c'est très bien parce qu'on ne fait pas de jardinage fin, on ne plante pas une petite salade ou une petite fleur parce que vous voyez que c'est des gros éléments, ce serait impossible de planter un légume dedans. Donc le premier stade, c'est ça. Voilà. Alors ce qu'on ne dit pas, parce que ça passe très mal au micro, évidemment, Jean-Noël Simard, c'est que tout ça sent à une odeur, et puis c'est pas désagréable. Oui, alors normalement, ça doit sentir une odeur de champignon. Et c'est plutôt bon signe quand ça sent une odeur de champignon. Ça veut dire que la nature est à l'œuvre avec les petits micro-organismes de décomposition. On retrouverait éventuellement même des petits vers de terre, des choses comme ça. Et donc, l'odeur est un bon signe. Effectivement, si un compost sent mauvais, quand on retourne un composteur et que ça sent mauvais, ça veut dire que les bactéries, alors c'est un peu chimique, un peu technique, mais les bactéries sont en train de mourir et c'est ça qui sent mauvais dans un compost parce qu'il n'y a pas assez d'air et il y a trop d'eau. Voilà, donc il y a plusieurs choses à faire dans un composteur. Et vous êtes en train de nous rappeler, Jean-Noël Simard, que tout ça, en fait, c'est l'œuvre de micro-organismes. C'est la grande majorité de la fameuse biodiversité qui est aujourd'hui menacée. Ce sont ces fameux micro-organismes qui, eux, font le travail sans que finalement le jardinier les couaque. On dit souvent, vous n'allez pas me contredire, qu'un bon jardinier est un jardinier paresseux. Tout à fait. Il faut savoir prendre du temps dans la nature et il faut savoir aussi regarder et comprendre. C'est pour ça l'utilité du cours de cet après-midi, parce qu'il va falloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce sol et pourquoi on donne à manger au sol, tout simplement. Alors, deuxième stade de décomposition, Jean-Noël Simard, là, on voit déjà apparaître, on va dire, de la terre, et puis même des petites bestioles qui, évidemment, elles, tout à fait. se sont qui déjà continuent le inféodées. travail. C'est ce qu'on appelle les petites bestioles, les défragmenteurs, qui vont manger littéralement les morceaux de bois, des choses comme ça. Et là, effectivement, on voit apparaître plus de terre, plus de couleur noire et que les morceaux vont commencer à se réduire. Donc là, c'est un compost intermédiaire. Alors ce compost intermédiaire, il va être utile tout simplement à d'autres cultures, des cultures qui ont été plantées dans l'année. C'est-à-dire que vous plantez par exemple un rosier, vous plantez une plante vivace ou même des tomates. Eh bien vous pouvez mettre ça au sol parce que là, il y a déjà de la nourriture. Le compost est déjà nourrissant pour le sol. Combien de temps s'est écoulé entre le premier bac ici avec ce tas de brindilles et puis là ce compost mûrissant? Le temps qui s'est écoulé, c'est au minimum 6 mois. 6 mois entre les deux premiers stades de décomposition, il faut quand même attendre 6 mois. Les petites bêtes travaillent gratuitement, mais elles ne sont pas très rapides. Ça dépend du temps. Troisième stade, là on a déjà quasiment une terre et on n'a plus que des petits morceaux de paille essentiellement. Oui, alors le dernier stade, c'est ce qu'on appelle le stade du compost mûr. Alors c'est un compost qui est utilisable immédiatement. Et c'est pour ça l'importance de bien utiliser son compost au bon moment. C'est-à-dire que par exemple, si on met du compost mûr au mois de novembre sur un sol, ça ne sert à rien. Alors non seulement ça ne sert à rien, mais en plus vous perdez tous les éléments fertilisants puisqu'il est prêt à nourrir quelque chose. Et au mois de novembre, dans un potager, on n'a pratiquement plus rien. Donc ce compost mûr, on va l'utiliser à la plantation ou même on peut même le tamiser pour récupérer du compost très très fin pour recouvrir des semis dans le potager. Et là, on va en mettre quelle quantité ? Alors, pour qu'un compost soit vraiment fonctionnel dans un sol, il faut être, j'allais dire, gourmand. C'est-à-dire qu'il faut mettre entre 5 à 10 cm sur un sol, quel que soit le type de sol, pour que ça fasse effet. Parce que si vous n'en mettez pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt et en plus, il n'y aura pas assez de nourriture pour nourrir la petite plante que vous avez mis dedans. Et alors, ici, un tas particulier, et qui est aussi particulier par son origine, Jean-Noël Simard. Oui, tout à fait. Alors, le dernier bac qu'on présente en cours, c'est le compost de restitution de la métropole du Grand Nancy, ou de toutes les autres communes, puisque maintenant, il y a des actions de redistribution de compost. Alors, celui-ci, il est prêt à l'emploi. Quand on vous propose dans une commune ou une métropole un compost noir, eh bien, il est utilisable immédiatement. Donc, généralement, il les propose généralement au mois d'avril, quand on fait les jardins, et ils font une deuxième restitution en automne. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce compost est issu de tout ce que vous amenez en déchetterie, dans les bennes de déchets verts. Les déchets organiques de cuisine. Tout à fait, les branches de taille, les rosiers, voilà, les choses comme ça. Donc, généralement, il a quand même s'il est passé dans des machines pour le réduire et le cribler, il a des petits morceaux. Donc, il est encore un petit peu brut, mais il est prêt à l'emploi. Alors, vous nous disiez, en arrivant ici à ce cours consacré à la fertilisation de son sol, de son potager, au naturel, que vous animez au Jardin botanique, Jean-Marie Pelt, Jean-Noël Simard, parce que les gens vont bientôt arriver, évidemment, vous allez répéter, rentrer dans le détail de tout ce que vous nous avez présenté ici, mais vous nous disiez que les gens se méfiaient un peu de ce compost-là. Oui, tout à fait. À chaque cours sur le compost, on a la question, mais est-ce que le compost de restitution est de bonne qualité? Est-ce qu'il ne contient pas des traces de pesticides, ce qu'on appelle des intrants? Et donc, les gens se méfient, effectivement. Donc, moi, j'apporte un éclairage plutôt scientifique. Et voici, vous allez voir. Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais vous raconter les plus belles chansons de petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Aldo. Voici la chanson commence. La chanson arrive. Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien, un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins. Il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Les fleurs des champs. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, Le pissenlit, il y avait une fleur dans mon jardin. les petites fleurs, la pâquerette. Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ta petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle. Elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil. Dans mon jardin, les cons s'y ramassent à la pelle. Il y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, il y a des dortoirs, il y a des crachoirs, il y a même eu des fours crématoires, il y a des couloirs pleins de portraits, des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Alors, Jean-Noël Simard, on va donc maintenant savoir pourquoi justement les gens se méfient de ce fameux compost que vous présentez ici au cours Je fertilise mon sol au naturel, ici au Jardin botanique de Jean-Marie Pelt à Vendeuvre-les-Nancy. Pourtant, il est presque appétissant. Oui, il est presque appétissant, il est prêt à l'emploi et généralement en grande quantité. Alors les gens se méfient tout simplement parce qu'ils doutent de la qualité chimique de ce compost puisque
on ne maîtrise pas le début de la chaîne des déchets et généralement, il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui traitent chimiquement leur jardin. Donc forcément, il y a des résidus de pesticides. Alors j'apporte un éclairage là et scientifique parce qu'il faut savoir que le compost de la métropole ou des restitutions de compost de communes sont contrôlés scientifiquement et c'est la même norme que vous retrouvez sur les sacs de terreau NFU 54 avec plein de chiffres qui vous garantit un maximum de qualité et un minimum de produits. Alors moi, j'apporte aussi une deuxième réflexion, c'est-à-dire que dans ce compost, je dis aux gens, soit vous faites confiance et vous le mettez et il n'y a pas de souci parce que de toute façon, c'est une bonne source de compost, ou vous avez un doute, et là, c'est plutôt, j'allais dire, philosophique. Et donc, moi, je propose de le mettre à des choses qu'on ne mange pas. Donc, on fait son compost naturel et on sait qu'il n'y a rien dedans, on le met aux légumes et tout ce qu'on récupère des métropoles, des restitutions de compost, on le met aux fleurs, aux haies, aux géraniums, voilà, puisque ça permet d'avoir une grosse quantité et il n'y a aucun souci puisque on mange quelques fleurs effectivement, mais on n'en mange pas la totalité et on peut quand même fertiliser son sol. Donc c'est très important. L'avantage aussi, Jean-Noël Simard, de ce travail du compost et l'utilisation du compost et donc de l'humus par rapport aux produits chimiques. On sait bien que les jardiniers aujourd'hui sont grands consommateurs encore de produits chimiques et c'est bien dommage, non? Oui, c'est bien dommage. Hein. Je rappelle que la France est encore 3e, malheureusement c'est un podium qui est mauvais, consommateur de produits phytosanitaires. Et là, c'est tout un souci. Donc, l'idée aussi de ce cours, c'est de dire qu'avec les matériaux qu'on a dans son jardin, on peut nourrir et éviter ce qu'on appelle les engrais chimiques, puisque les engrais chimiques sont qu'un support de culture, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir que la plante, ils ne vont pas nourrir le sol, ils vont même un petit peu détruire le sol. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, fertiliser son sol au naturel, il y a plein de solutions. Le compost en est une. Et ça pousse quand même. Et ça pousse mieux, j'allais dire, puisqu'on a des bons résultats et vous êtes sûr de la qualité aussi biologique de vos légumes, puisque forcément, si au départ, vous ne mettez que des bonnes choses dans votre sol, les légumes ne seront pas impactés par ce qu'on appelle des intrants, des produits chimiques. Alors vous êtes forcément un spécialiste, Jean-Noël Simard, je le vois à vos doigts, je le vois à vos mains. Hein, vous avez des mains calleuses, terreuses. Ah oui, je jardine également. Ça prouve que vous êtes non seulement un théoricien, mais aussi un praticien. J'en profite pour vous poser 2 questions, Jean-Noël Simard. Et puis on va laisser les gens s'installer. La première, c'est de plus en plus de gens aujourd'hui, heureusement, se servent de toilettes sèches. Oui. On peut avoir peut-être aussi le même questionnement que pour les humus, les composts issus de la grande métropole quant à la qualité. Est-ce qu'on peut utiliser ces fesses que l'on récupère dans les toilettes sèches sur du fumier ou sur du compost et l'utiliser ensuite sur sa salade? Première question. Et deuxième question, est-ce que si on met trop de compost, par exemple, sur ces salades, est-ce que la plante va savoir utiliser uniquement ce dont elle a besoin ou est-ce qu'on risque d'avoir un déséquilibre dans l'évolution de la plante? Alors pour la première question, il faut savoir qu'en France, normalement, la loi nous interdit théoriquement d'utiliser les excréments humains directement pour des légumes. Surtout si c'est des maraîchers qui vendent les légumes, il y a une réglementation qui est assez spécifique parce qu'il y a un problème de perméabilité ou de contamination des plantes par rapport à des éléments qui se retrouveraient dans les déjections humaines. Donc surtout au niveau, par exemple, je vous parle des antibiotiques, des choses comme ça. Les perturbateurs endocriniens. Voilà, donc moi je déconseille quand même d'utiliser ces produits directement pour fertiliser son sol pour du potager. Et bien sûr, pour des arbustes d'ornement, il n'y a pas de souci. Après, c'est aussi une question de philosophie. Vous savez, il y a une philosophie aussi jusqu'au boutiste, on utilise tout, effectivement. Donc, il faut être très prudent là-dessus, effectivement, pour éviter quand même ces contaminations. Donc moi, je déconseille, même si le particulier n'est pas impacté par une réglementation, je déconseille quand même parce qu'on ne maîtrise pas la chaîne des microbes et il peut avoir une contamination incontrôlée, donc c'est un petit peu embêtant. Très bien. Deuxième question. Et pour la deuxième question, effectivement, il ne faut pas avoir peur d'un compost parce que c'est quelque chose qui est très équilibré. C'est-à-dire que je pourrais, au demeurant, planter mes légumes dans un compost pur de votre compost ou de la compost de la métropole et n'y avoir aucun souci de brûlure ou de plante qui va mourir parce que ce n'est pas un engrais, c'est quelque chose de très équilibré. La plante prendra ce qui est nécessaire, tout simplement. Le reste va rester dans le sol et comme c'est très naturel, ça va faire travailler le sol. C'est-à-dire que ça va faire travailler les vers de terre, ça va faire travailler les micro-organismes. Donc ce n'est pas perdu, contrairement à un engrais où effectivement l'excès part dans les nappes phréatiques, et on le voit bien avec les nitrates en Bretagne, où l'excédent des produits chimiques tombe dans les nappes phréatiques. Donc là, il n'y a aucun souci.
Au demeurant, il faudra en mettre des quantités industrielles, voire une énorme remorque pour avoir des soucis dans un sol, ce qui est techniquement pas possible. On comprend l'intérêt de vos cours, Jean-Noël Simard, ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, aujourd'hui consacré à la fertilisation de son sol au naturel. Les gens vont arriver, on va se glisser parmi eux, on va assister à votre cours, et puis on essaiera de récupérer l'impression précisément de vos participants à ce cours à l'issue de votre intervention. Merci Jean-Noël Simard, et puis bon cours, bonne conférence. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, le cours de Jean-Noël Simard, ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy, vient de se terminer. Pas mal de monde, une bonne vingtaine de personnes pour assister à cette petite conférence, plutôt dans un esprit décontracté, pour expliquer comment fertiliser son sol au naturel. Ça a été votre cas, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous retenez de ce cours Globalement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit se débrouiller avec ce qu'on a dans le jardin sans trop acheter de choses en plus et faire avec ce qu'on a. Et vous faites attention au quotidien de peut-être bio aussi dans vos achats, dans votre consommation? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une philosophie de vie au quotidien. Enfin, tout va ensemble. Et alors vous mettez ça en œuvre à la maison. Jean-Noël Simard, dans son cours, parlait bien aussi de gens qui ont pour certains simplement des balcons et peuvent cultiver leurs tomates et leurs salades dans des jardinières. Vous, c'est votre cas? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, un vrai jardin. Donc pour ce qui est du potager, j'ai 4 carrés potagers et voilà, ça suffit. Et alors pourquoi plutôt du naturel plutôt que, aujourd'hui on parle de conventionnel, on devrait dire tout simplement de l'agrochimique. Aujourd'hui, on se dit que si on ne met pas des engrais, des petites pastilles, eh bien ça ne poussera pas. C'est pas un avis que vous partagez, vous? Non, pas du tout. Enfin, si je fais du jardin, c'est justement pour avoir quelque chose de différent de ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et cette passion du jardinage, alors c'est une passion? Oui, c'est une passion. Ça vous vient d'où? De mon éducation, je pense, de mes grands-parents, mes parents qui ont toujours fait ça et je continue. Et comment c'est considéré dans votre entourage? C'est une passion respectable? On se moque de vous? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Il y a un petit côté suranné, non, dans le jardinage? Peut-être un peu, mais bon, après, voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est... Non, globalement, on se moque pas. On me dit plutôt, ah, mais t'as le temps de faire ça. Bah oui, je prends le temps, c'est un choix. Et alors, quand vous ne jardinez pas, vous faites quoi? Je travaille. Dans quel domaine? Dans l'enseignement. Et une passion que vous transmettez aussi à vos élèves? À mes élèves, à mon fils aussi. Il a que 2 ans et demi, mais là, dernièrement, on a semé les tomates ensemble. Voilà, j'essaye de commencer à lui inculquer des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que, d'après vous, précisément, les gens ont perdu le plaisir? On est ici en Lorraine, avec Lunéville. Jean-Noël Simard parlait de l'importance des fumiers de cheval, par exemple, qu'on utilisait beaucoup. Lunéville, par exemple, zone de maraîchage et de remonte pour l'armée. Pourquoi ça a disparu d'après vous? Je pense qu'on est dans un monde où tout va vite, les gens ne prennent plus forcément le temps de faire les choses, d'attendre que les choses se fassent aussi par elles-mêmes, parce que le jardinage, c'est quand même une question de patience aussi. Donc c'est plus facile d'aller acheter des choses toutes prêtes. Et vous ne cédez pas à cette facilité, justement? Bah si, bien sûr, le jardinage, c'est quand même avant tout du plaisir. Bien sûr, j'achète des choses, mais je pense que c'est important de garder ce rapport à la terre. Alors on est ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt, on découvre aussi ici, grâce à ce Jardin botanique, et bien sûr les médiateurs scientifiques, dont Jean-Noël Simard et puis également Rémi Sachs, qu'on ira voir tout à l'heure au Jardin au naturel, à l'extérieur, que évidemment la nature propose une diversité extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour amener les gens à quitter leur poste de télévision et à venir ici, notamment au Jardin botanique, mais aussi découvrir tout ça dans la nature? C'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Enfin, les gens, ils sont de plus en plus sédentaires, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans le jardinage et on se prend vite au jeu quand même. Merci. Quel est votre prénom? Honorine. Merci Honorine.
boats with scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as straw. Nous sommes toujours au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villiers-les-Nancy et on vient de quitter Jean-Noël Simard qui a terminé son cours sur le jardin au naturel pour vous rejoindre, vous, Rémi Sachs. Bonjour. Bonjour. Rémi Sachs, vous êtes responsable du département des publics ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt et on est ici cette fois sur l'espace du jardin au naturel. Alors quand on parle de jardin naturel, pour l'instant là on a surtout des dalles, alors c'est pas du béton, mais c'est sans doute quand même un peu, avec des bacs, pas très naturels, tout ça, dites-moi Rémi Sachs. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça, sur le coup, on peut pas dire que c'est naturel. Mais c'est quand même un petit clin d'œil pour tous les citadins, pour leur dire qu'en réalité, on peut aussi jardiner sans jardin. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais pour ceux qui ont une cour, ceux qui ont un balcon, et on peut s'amuser à se faire ses petits légumes, ses petites tomates cerises. Donc il y a des techniques, hein. Ici on présente toutes sortes de bacs, plus sympas les uns que les autres. Et on essaye nous-mêmes de cultiver des légumes, des fleurs, pour pouvoir transmettre nos observations et nos conseils. Avec même des potagers transportables sous forme de malles avec des légumes. Et il y a même des étiquettes de transport. Hein. Ouais, ça c'est un petit clin d'œil au voyage des plantes. Hein. Vous savez qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent, notamment d'Amérique. On avait une caisse de cucurbitacées et elles viennent de bien loin. Donc c'est un petit clin d'œil à l'histoire et à la culture. Et puis j'imagine aussi que cet espace, lui pour le coup en dur, vous permet précisément d'accueillir le public nombreux et varié et de profils différents ici au Jardin botanique Jean-Marie Pelt pour leur permettre précisément de découvrir ce jardin au naturel. Oui, parce que quand on parle jardinage, on parle toujours, on a toujours nos vieux souvenirs de mal de dos parce qu'il faut se pencher, parce qu'il faut retourner la terre. Malheureusement, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc ces approches de jardin en bac, ça permet aussi aux gens qui sont un peu âgés de pouvoir cultiver à hauteur, les personnes handicapées d'avoir un accès aussi facile. Même les non-voyants, on ne se rend pas compte, mais il faut aussi des repères pour pouvoir jardiner. Et toutes ces techniques leur donnent accès. Alors, on va continuer cette visite avec vous, Rémi Sachs. On va pénétrer là, pour le coup, on va passer dans le cœur. Alors, c'est un cœur en tube de métal, mais ça symbolise l'accès, alors là, pour le coup, vraiment au jardin, au naturel, avec différents aménagements. Expliquez-nous. Ah oui, alors là, on est parti sur une autre philosophie. Pour tous les gens qui possèdent un jardin autour de leur maison, on est parti dans l'idée où ce jardin, il doit être propre. Si on voit ses enfants se couler dans l'herbe, c'est parce qu'il n'y a pas eu de désherbant, c'est parce qu'il n'y a pas d'insecticides. On a envie d'avoir un environnement sain. Et malgré tout, il faut quand même cultiver des plantes. On sait qu'il y a des vilaines petites bêtes qui viennent manger ces plantes régulièrement. On a des maladies, des choses comme ça. Et là, on essaye de trouver des solutions alternatives qui permettent de respecter l'environnement, la biodiversité, mais aussi de cultiver régulièrement ces légumes et de profiter de légumes sains et qui poussent quand même très correctement. Est-ce que le public nancéen et d'ailleurs, Rémi Sachs a conscience que le jardin botanique Jean-Marie Pelt est aussi un support d'apprentissage, non seulement des nombreuses plantes et des arbres que l'on trouve ici au jardin botanique, mais aussi tout simplement, comme ici, le potager. Alors, on essaye de leur inspirer ça. Voyez, par rapport à vous parlez, on rentrait dans un cœur, on essaye de mettre un petit peu ce jardin en scène. On est séparé aussi des autres collections par une haie de framboisiers, justement, pour permettre aux gens de grignoter régulièrement nos framboises et leur donner certainement envie de les cultiver un jour chez eux. On essaye de décorer notre jardin, de le rendre attractif. On a des cours, on a des animations pour les enfants. Donc oui, on essaye vraiment de faire passer ce message auprès des Nancéens. Avec même des poules. Ah bah oui, naturellement. Ça va avec. Au jardin botanique de Nancy. Les poules, c'est la digestion ultime des matières organiques qu'on ne peut pas composter, notamment les restes d'aliments, mais aussi des restes des fruits qui ont été gâchés sur le sol ou des choses comme ça. On récupère aussi leurs excréments, et donc c'est un équilibre dans le jardin au naturel. Et des œufs ? Ah bah bien sûr, il y a des œufs pour tout. L'équilibre, hein.
On va avancer un petit peu avec vous, Rémi Sachs, dans ce jardin au naturel, au jardin botanique de Nancy, avec un curieux aménagement fait de bottes de paille, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors ce sont encore les petites bottes issues des botteleuses, des petites botteleuses, pour une expérience un peu singulière de potager. Oui, alors pour tous ceux qui ont des sols un peu difficiles, on se rend compte que quand on veut se mettre au jardinage et qu'on retourne un peu la première fois son sol et qu'on se rend compte qu'on a des sortes de grosses mottes, on se dit on n'arrivera jamais à installer une petite plante là-dedans, il y a des techniques qui nous permettent de cultiver un petit peu hors sol. Et là, on va installer ce qu'on appelle une lasagne. Donc nos bottes de paille, elles vont faire une sorte de rempart pour permettre l'accumulation de matière organique au centre. Grosso modo, on fait un très gros compost, ce qui permet de liquider toute notre matière organique et surtout pas les mettre à la déchetterie ni aux poubelles, parce que ça, c'est votre potentiel de votre jardin, les matières organiques, il faut les garder. Donc on accumule ces matières organiques, on recouvre légèrement de compost et de terre et on plante. Et ce compost, en se transformant avec les matières organiques, vont nourrir régulièrement ces plantes. Et vous allez avoir une très belle production sur ces lasagnes. En même temps, pas très pratique, Rémi Sachs, pour aller chercher une salade si la lasagne est un peu grande, non? Oui, non, mais vous mettez vos cucurbitacées au centre, vos lasagnes sur le côté, un peu d'organisation, ça c'est le travail de l'hiver, hein. Le jardinier, il doit prévoir en hiver ce qu'il va cultiver, où il va cultiver, il doit acheter ses graines et tout préparer. Et là, je vous dis, dans un mois, tout sera poussé parce que ça va partir très très vite à mon avis vu la météo. Et là, il faudra être prêt. C'est plus là qu'il faudra réfléchir. Il faudra être prêt. Comment se fait-il, Rémi Sachs, qu'aujourd'hui, votre collègue Jean-Noël Simard l'expliquait tout à l'heure, la France est encore aujourd'hui 3e consommateur mondial de produits phytosanitaires et les jardiniers amateurs sont en tête, pas seulement la grosse production agricole. Comment se fait-il que nous ayons perdu ces gestes et cette connaissance ancestrale du jardin au naturel, à tel point que le jardin botanique aujourd'hui soit quasiment obligé de refaire des cours et on voit que c'est là du succès, les gens viennent. Oui, alors je pense qu'on a toujours un peu confondu un jardin propre en se disant un jardin propre, c'est certainement un jardin où il n'y a pas de vilaines bébêtes qui se trimballent, pas de mauvaises herbes. Vous imaginez, de mauvaises herbes, ça fait un peu sale. Et un jardin propre de produits chimiques. Et on préfère nous vendre des produits que de nous éduquer dans l'autre sens. Vous savez, des célèbres publicités qui nous disent que les produits disparaissent, on les met dans le sol, puis de seul coup ils disparaissent par magie. Malheureusement, maintenant on commence à savoir que c'est pas vrai. Et donc on a eu des mauvaises habitudes. Et donc là, on est obligé de reprendre des fondamentaux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la recherche évolue. Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup sur le sujet. Ça a bien changé. Les mentalités des jardiniers professionnels changent aussi. Et donc, il faut retravailler sur tout ça. C'est beaucoup de travail. De travailler comme dans un jardin. Alors, ce jardin ici, au jardin botanique, ce jardin dans le jardin botanique, ou au jardin botanique Jean-Marie Pelt, dédié à la culture, au maraîchage, on va dire, à la culture des fruits et des légumes, il s'appelle jardin au naturel. Pourquoi pas jardin bio, Rémi Sachs? Parce qu'en réalité, nous, on a envie que tout soit bio. C'est un petit peu plus utilisé pour ce qu'on mange, à mon avis. Le jardin au naturel, ça veut dire qu'on va utiliser que ce qu'on retrouve dans la nature. Vous voyez, par exemple, on peut avoir un tas de bois, c'est très naturel et ça va abriter des insectes. On a une partie qui n'est pas fauchée, voilà, c'est naturel, c'est pas forcément que du bio, c'est du naturel. Voilà, on a envie de retrouver, c'est un peu ce que vous disiez, les valeurs un peu qu'on avait avant. On ne se posait pas trop de questions, on faisait ça simplement. Et donc on part naturellement, simplement. Sachant aussi, Rémi Sachs, que finalement on est toujours très inquiet de la disparition de la forêt tropicale, sans peut-être se rendre compte que nous avons aussi, à travers notre potager, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, à participer à cette sauvegarde de la biodiversité dans son potager. Oui, en réalité, tout ce qui entoure notre maison, c'est quand même notre environnement le plus proche.
si on s'amuse à prendre un peu le temps à regarder tous les animaux entre les oiseaux qui vont de jardin en jardin, les petits insectes, les petites souris qui vivent là, on a une biodiversité qui est énorme. Alors on parle du potager, mais il ne faut pas oublier la personne qui cultive aussi ses rosiers. Ces rosiers, vous savez, on est tenté toujours de mettre de l'insecticide parce qu'on a des tonnes de pucerons, les vilaines grosses bêtes là. Voilà, tout ça, il faut aussi intégrer que c'est pas une obligation. On peut laisser aussi quelques petites friches pour que les coccinelles puissent passer l'hiver tranquillement et puis qu'elles viennent nous rendre service sur nos rosiers. Donc notre jardin, c'est notre environnement proche, c'est celui qu'on doit préserver le plus intensément. C'est celui aussi où on a un impact direct. Et donc, pour moi, la protection de la biodiversité, ça commence déjà par son jardin et faire attention à tout ce qui s'y trouve. Merci Rémi Sachs. Merci à vous. On va rejoindre Jean-Noël Simard pour lui poser encore quelques questions. Mais une robe claire, voici venir l'été. Les parfums de la terre sont pleins de volupté. La chambre est trop petite pour notre grand amour. Allons-nous-en bien vite. Il paraît qu'alentour, chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amoureux. Que feraient les pauvres rosiers s'ils n'entendaient plus nos baisers? Les fleurs sans qu'on leur demande ont des parterres merveilleux. Et dans mes bras tu es heureux. Les oiseaux sont jaloux, mais ils chantent pour nous. Et pendant la semaine, vous tous qui m'écoutez, redonnez ma rengaine sans vous impatienter, car viendront les dimanches, le ciel sur le beau temps. Nous irons sous les branches, murmurer tendrement. Chérie, les jardins nous attendent, car ils ont besoin d'amoureux. Les pauvres rosiers, s'ils n'entendaient plus nos baisers. Et dans mes bras tu es heureux. Les oiseaux sont jaloux. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mais ils chantent pour nous. Jean-Noël Simard, plutôt satisfait de ce cours consacré à la fertilisation de son sol au naturel ici au Jardin botanique de Nancy. Je rappelle que c'était vendredi 23 mars à 14h30, mais il y en aura d'autres sur d'autres sujets. Oui, alors je suis toujours très étonné parce que le titre de la présentation n'est pas forcément porteur. Hein. Je fertilise mon sol naturel. On pense que c'est souvent réservé aux spécialistes du jardinage et au contraire, c'est plutôt aux novices pour apprendre à bien jardiner au naturel. Donc effectivement, je suis plutôt satisfait et on continue demain. Donc effectivement, je pense que ça permettra aux gens de connaître ces bonnes pratiques. On rappelle que ces cours sont payants, mais c'est un prix très modique. Je crois que c'est 5 €. Oui, c'est 5 € oui, pour pratiquement 2 heures d'échange et de diaporama et de questions. Au moins 2 heures, parce qu'évidemment, après, oui. les gens viennent vous voir pour tout à fait, donc on n'est pas à 5 minutes. Des questions complémentaires. Comment est-ce qu'on devient médiateur scientifique, Jean-Noël Simard ? Alors déjà, il faut avoir une base, une formation horticole. Hein. Donc moi, j'ai fait l'école d'horticulture de Reville-aux-Chênes dans les Vosges, qui est à l'époque, puisque ça fait un bout de temps que je jardine, une des rares écoles dans le coin qui avait une section horticulture. Que nous connaissons durablement vôtre. Voilà. Et donc je sors, j'ai 2 diplômes, un CAP et un brevet professionnel. Horticole, et après c'est un parcours, j'allais dire, un peu didactique. Il faut déjà être passionné de jardinage,
vouloir transmettre aussi les connaissances, et puis après des formations régulières et continues au sein de la métropole, et notamment aussi au sein de l'association Jardin Botanique de France, qui est une association qui aide les gens, et notamment les agents, à promouvoir le jardinage et les bonnes pratiques de jardinage. Donc, en fait, la formation, elle est tout au long de la vie sur ce genre de type de diplôme. Et lorsque vous avez intégré l'école d'horticulture de Robidoux-Chêne, Jean-Noël Simard, c'était dans l'intention de devenir médiateur scientifique? Ah non, pas du tout. Effectivement, loin s'en fout. Effectivement, ma première idée, et j'étais tout petit, c'était l'idée d'être garde forestier à 5 ans. Quand on vous pose à l'école maternelle, au primaire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vous voyez que l'idée, pour moi, c'était un peu une idée fixe. Hein. Oui, c'est soit pilote de chasse, soit garde forestier. Exactement, ou pompier, hein, pour certains. Oui. Mais moi, c'était garde forestier. Donc, vous voyez que j'étais assez proche, finalement, dans mon futur métier. Mais effectivement, après, le parcours est long. Il faut faire les études classiques, voilà. Et après, choisir une filière qui n'est pas du tout évidente. Et une fois qu'on est dans la filière, on se spécialise soit dans les fleurs, les légumes ou les arbres. Donc, après, c'est pas évident, mais on arrive à trouver effectivement sa voie. Alors pour autant, le choix même alors ne serait-ce que garde forestier, ça vous vient d'où? C'est né comment? Vous êtes né comme ça, ou est-ce que c'est à un moment donné une envie, une passion, je ne sais pas? Alors, né comme ça, je ne sais pas, effectivement, mais je pense que la passion, elle vient aussi de l'affiliation. Effectivement, j'avais des grands-parents planteurs de tabac dans l'Est de la France. Vous voyez, c'est quand même pas banal. Quand vous dites l'Est de la France, c'est l'Alsace? Non, Lorraine, à côté de Pont-à-Mousson, hein, donc, qui n'existe plus, bien évidemment. Mais si on a une manufacture des tabacs à Nancy, c'est qu'il y avait des producteurs de tabac en Lorraine et notamment en Meurthe-et-Moselle. Donc, je dis l'Alsace, Jean-Luc Simard, parce qu'aujourd'hui encore, le tabac est très présent. Il y a encore des cultures. Il y a encore des cultures de tabac en Alsace, Mmh. effectivement, mais il faut savoir que entre les deux guerres et juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait aussi des plantations de tabac près de Pont-à-Mousson, donc vous voyez que c'était aussi important. Voilà. Donc déjà la présence, alors là, une plante qui n'est pas forcément très positive, hein, oui, pour l'humanité tout entière. Effectivement. Mais déjà ce contact avec la terre, avec la terre, plantes, avec les tracteurs, avec les champs, la culture dans les champs, effectivement. Et puis après, naturellement, avec mes parents qui avaient un très grand jardin, des petits équipements de serres, de tunnels ou de couches chaudes, comme j'ai parlé dans le cours, effectivement. Donc forcément, il y a un moment donné, on veut bien faire comme ses parents et on est forcément attiré par quelque chose. Bon. Ça m'a suivi. Et la naissance de cette envie de faire partager précisément vos connaissances du jardinage et aujourd'hui ce métier de médiateur scientifique au Jardin Botanique, à quelle période et pourquoi? Alors c'est plus récent, c'est quand j'ai intégré il y a à peu près 25 ans maintenant le Jardin Botanique. J'ai été embauché en qualité de jardinier botaniste, donc j'ai été responsable pendant des années de collection de plantes vivantes à l'extérieur dans le parc, effectivement. Donc ça a permis d'acquérir une solide connaissance des plantes et notamment la famille des plantes, puisque je travaillais sur la collection de plantes systématiques. Voilà. Et il y a un moment donné, le déclic, ça a été à la création du service pédagogique au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, il y a déjà une dizaine d'années, de créer une équipe pour vulgariser et apporter au grand public la connaissance du jardinage en règle générale. Jean-Noël Simard, vous avez conscience de faire un très beau métier? Oui, tout à fait. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jean-Noël Simard, quand on est comme vous, médiateur scientifique au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, ici à Villers-lès-Nancy, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Moi, je suis plutôt coup de gueule. Tiens. Alors, coup de gueule dans le bon sens du terme, effectivement, parce qu'il faut que ça soit positif, mais un coup de gueule quand même. Alors, tout simplement, moi, je vais parler du bio. Notamment notre cœur de métier qui sont les légumes et les fruits. Hein. Nous, on enseigne effectivement le thème du jardin, jardiner son jardin au naturel. Voilà. Et il faut faire très attention par rapport au bio. On nous serine avec le bio, que c'est bien, que c'est l'apanage et la sauvegarde de la planète. Il faut faire très attention. Moi, je rappelle que le bio, le meilleur bio qu'on peut faire, c'est celui qu'on produit dans son jardin et pas celui qu'on achète et qui vient à des milliers de kilomètres. Parce que le bio qui vient à des milliers de kilomètres, il est souvent
pourvoyeurs d'emplois pauvres, où les travailleurs sont surexploités dans des conditions humaines et de sécurité effroyables. Hein. Je pense aux cueilleurs d'ananas, aux cueilleurs de bananes, qui sont souvent confrontés avec des produits chimiques qui sont interdits en France depuis des années. Malgré le fait que ce soit le fait du bio. Et le problème, c'est un problème de réglementation. C'est-à-dire que bien souvent, dans ces pays-là, malgré que ce soit du bio, ce sont des réglementations qui n'atteignent pas l'UE. Et l'UE n'est pas assez regardante là-dessus. L'Union européenne, tout à fait. Donc, à partir de là, je trouve que c'est plutôt un scandale sanitaire et un scandale humain que de dire je mange bio. C'est plutôt du bio bobo, voilà. De dire on a une bonne conscience, on mange du bio bobo, mais on n'est pas capable de faire son jardin et de cultiver 3 tomates à 50 mètres. Alors, je comprends bien votre propos, Jean-Noël Simard. En même temps, est-ce que ce type de propos ne risque pas de jeter le doute sur l'ensemble du bio? Parce que, pour bien les connaître, hein, Durablement Vôtre va très souvent à la rencontre de producteurs bio, de maraîchers, mais d'éleveurs aussi. Le mot d'ordre du bio, en tout cas en Lorraine, mais en France en général, c'est bio et local. C'est l'idéal. Alors, j'entends bien votre remarque. Vous avez sans doute raison sur le bio qui vient de l'autre bout du monde. C'est d'ailleurs pas la peine d'aller si loin. Voyons ce qui se passe en Espagne, hein, où c'est du bio très intensif, avec une main-d'œuvre souvent maltraitée, si ce n'est pas quasiment à la limite de l'esclavage. Pour autant, est-ce que, justement, ce n'est pas un peu jeter le bébé avec l'eau du bain ? Non, parce que je pense que les consommateurs ont aussi un regard critique et je pense qu'il faut les respecter et penser qu'ils ont aussi ce regard pour vérifier qu'effectivement il y a du bon bio, entre guillemets. Ah, c'est déjà un propos un peu différent. Oui, tout à fait. Il y a du bon bio, effectivement. Et puis je pense que les gens sont très informés maintenant par toutes les émissions qu'on voit et les reportages, effectivement. Et là, à partir de là, le consommateur fait son tri. Et je pense que c'est ça qui va sauver, en plus le bio, je pense. C'est-à-dire que les consommateurs sont les acheteurs de ces produits bio et que ça va, j'allais dire, naturellement, peut-être, alors peut-être pas cette génération-ci, mais la prochaine, peut-être trier, effectivement, et que le bio redevienne ce qu'il doit être, ce qu'il a toujours été, quelque chose de respectueux pour l'homme et la planète, et non pas ce qu'on voit aujourd'hui, qui est plutôt une action commerciale dans des grandes surfaces. Ça veut dire que, Jean-Noël Simard, il faut rester toujours en tant que consommateur vigilant et ne pas se fier simplement aux labels, aux étiquettes qui sont nécessaires mais ne suffisent pas. C'est vraiment cette posture de consommateur. C'est compliqué, non, finalement, alors que les gens aujourd'hui préfèrent justement être portés. On l'a entendu tout à l'heure, l'une des participantes à votre cours sur le jardinage et la fertilisation du sol au naturel, Honorine, qui disait mais voilà, les gens sont dans une posture de confort et alors qu'il faut au contraire être aujourd'hui presque en permanence éveillé et aux aguets de toutes les informations et de toutes les désinformations. Oui, je pense que les consommateurs doivent être des consommateurs, donc ce qui est complètement différent et qui doivent être effectivement attentifs. Et justement, c'est le principe effectivement de nos cours, de nos présentations, de nos diaporamas ici au Jardin Botanique pour effectivement replacer au cœur du système l'homme dans la nature et dans sa globalité et justement être assez vigilant pour ne pas tomber dans les sirènes effectivement des grands circuits qui promettent monts et merveilles mais qui finalement n'ont aucun intérêt commercial. Donc je pense que moi j'ai confiance en l'homme de toute façon et à partir de là il saura trier effectivement le bon du mauvais, mais comme dans toute filière qui se met en place, ça peut prendre des dizaines d'années, il y a du bien et du moins bien, et je pense que le bien à un moment donné sera trié naturellement par ceux qui achètent le bio. Donc à partir de là, il y aura un tri qui sera fait. Merci Jean-Noël Simard. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes médiateur scientifique au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt de Nancy, situé à Villers-les-Nancy. Merci aussi à Rémi Sachs, responsable du département des publics pour la visite du jardin naturel, et à Honorine pour son témoignage. Pour en savoir plus sur le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, le visiter bien sûr, mais aussi découvrir les expositions, assister aux conférences ou participer aux très nombreuses animations qu'il propose autour du monde végétal tout au long de l'année, rendez-vous sur www.jardinbotaniquedenancy.eu.
Vous avez pu écouter dans l'ordre Le Petit Jardin par Manu Chao et son groupe Radio Memba, paru sur l'album Sibérie m'était compté, sorti en 2004. White Winter Hymnal, premier single du groupe américain originaire de Seattle, Fleet Foxes, paru en 2008. Et enfin, Les Jardins nous attendent par Jean Tranchant, 1904-1972, avec orchestre et chœur dirigé par Pierre Chagnon, paru en 78 tours en 1941. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.